Les actions commises par le M23 dans l'est du pays, le FARDC prennent à témoin la communauté nationale et internationale et dénoncent également la violation de l'accord de paix de Washington et de principes de Doha. En marge du 45e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe qui doit se tenir le 17 août prochain, plusieurs ministres membres de la communauté, dont ceux de la RDC, participent au Conseil des ministres sous le thème promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Alors que la problématique de la famine dans la bande de Gaza reste préoccupante, alarme 26 pays dans un communiqué commun. L'Égypte annonce qu'il œuvre avec les États-Unis et les Qatar pour une trêve de 60 jours et permettre l'accès à l'aide humanitaire dans cette région frappée par la crise israélo-palestinienne. En sport, les portes de la 31e édition de l'Afro-Basket sont ouvertes hier en Angola. Le Léopard entre en lice ce mercredi face au Cap-Vert Namibie sous les coups des 19h. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Les actions commises par les M23 dans l'est du pays, les FARDC prennent à témoin la communauté nationale et internationale, pendant que l'armée loyaliste observe les règles du cessez-le-feu prônées par Washington et Doha. La rébellion se livre à des attaques contre les positions de l'armée congolaise. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au Nord Kivu et au Sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu, au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Le deal minier RDC-USA continue de faire parler tant sur le plan national qu'international. 52 élus américains ont adressé une lettre à Donald Trump, fustigeant le manque de transparence entourant les négociations avec la République démocratique du Congo. Ils insistent sur le respect des droits humains et la protection de l'environnement. Les deals miniers entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique au cœur des suspicions de quelques membres du Congrès américain qui réclament des garanties de transparence pour finaliser un accord stratégique sur les minéraux critiques entre Kinshasa et Washington. La semaine dernière, ils ont adressé une lettre à Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison-Blanche, ayant récemment rencontré le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans leur courrier, les 5 élus américains interpellent le conseiller Afrique de Donald Trump sur le contenu précis de pourparlers entre les États-Unis et la République démocratique du Congo concernant les minéraux. Ils expriment par ailleurs leurs préoccupations quant au manque de transparence sur l'accès aux ressources congolaises et leur gestion. Ils avertissent que sans garantie claire, ce partenariat pourrait exacerber les conflits et favoriser la corruption plutôt que de promouvoir la paix et le développement. Le membre du Congrès américain exige donc un briefing officiel sur les négociations en cours. Il souhaite obtenir des éclaircissements sur la déclaration des principes signés en avril dernier entre Kinshasa et Kigali, facilitée par les États-Unis d'Amérique, ainsi que sur la prise en compte des préoccupations humanitaires dans ce contexte.
Face à la tension militaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa accélère des négociations pour conclure un accord minier susceptible d'apaiser cette région en proie aux conflits armés. Le président Félix Tshisekedi a même mis en place une équipe d'experts pour assurer la réussite de ce partenariat. De Sao Paulo à Brasilia, le VPM de la Défense Guy Kabombo est à la tête d'une délégation diplomatique congolaise. Cette mission au Brésil vise le renforcement et la montée en puissance des FARDC. C'est à Brasilia que sera signé un mémorandum d'entente entre la RDC et le Brésil en matière de défense. C'est au Brésil, dans le cadre de la mission gouvernementale en Amérique latine, Maître Guy Kabombo Madianvita, chef de l'outil de la défense congolaise, qui est à la tête de cette délégation congolaise et à la hauteur de sa tâche. Mardi 11 août, au ministère de la Défense du Brésil, il a été reçu par son homologue brésilien José Múcio Monteiro. Au cours de leur entretien bilatéral portant sur les opportunités de collaboration entre la République démocratique du Congo et le Brésil, les anciens projets de coopération ont été passés au crible, surtout matérialisés par la signature du mémorandum d'entente relatif au renforcement des capacités opérationnelles des FARDC, l'acquisition des équipements militaires, échange d'expériences à l'industrie militaire, ainsi que d'entraînement des combats des unités spécialisées au combat en jungle. Avant cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo, et toute la délégation a été invité à l'Agence nationale des télécommunications du Brésil, où les dernières innovations technologiques en matière de cybersécurité leur ont été présentées, ainsi que les projets d'expansion des infrastructures dans la région amazonienne. Je suis convaincu que l'échange de ce matin ouvre des perspectives très prometteuses de la coopération et le partage d'expériences entre les deux pays dans les domaines aussi crucial que celui des télécommunications sécurisées au sein du ministère de la Défense nationale. Notons également que pour la délégation congolaise, ces innovations en matière cybersécurité tiennent comme source d'inspiration pourvu que la République démocratique du Congo, pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attache une place de choix stratégique à la protection des réseaux et la connectivité comme levier de souveraineté nationale. Le trafic sur l'axe Beni-Bunia est perturbé ces derniers jours. Cette route reliant le Nord Kivu à l'Ituri vit un mouvement de grève des agences de transport qui revendiquent le renforcement des mesures sécuritaires conséquentes, une suspension qui affecte la circulation de biens et services entre les deux provinces. Le trafic sur l'axe Beni-Bunia est paralysé depuis le lundi 11 août. Les agences de transport ont suspendu les activités le long de cette route nationale numéro 4 suite à un mouvement d'insécurité et une embuscade meurtrière attribuée aux rebelles EDF. Signalons qu'au village laissé sur l'axe Eringeti-Kainama, une autre attaque ciblant les voyageurs a coûté la vie à 3 civils et plusieurs autres personnes qui ont été portées disparues. Le même lundi 11, les corps des 3 autres victimes ont été retrouvés dans la forêt. La tragédie s'est amplifiée avec la découverte du 4e corps à Boga, celui d'un chauffeur de l'une d'agence des transports de Butembo, retrouvé à son tour sans vie dans son véhicule. Face à cette situation d'insécurité sur la route nationale numéro 4, les agences de transport lancent un cri d'alarme aux autorités de Kinshasa. Le trafic entre la province du Nord Kivu et Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, devient de plus en plus difficile pour les chauffeurs et les passagers. Pour se rendre à Bunia depuis le Nord Kivu, il faut un moment de réflexion pour prendre une décision de quel itinéraire prendre. Avant, pour arriver à Bunia, les passagers prenaient l'itinéraire de Luna, commande à Bunia. Après plusieurs attaques et embuscades des ADF-NTM sur ce tronçon routier, de se tourner vers Beni, Mambasa, commande à Bunia, ou encore Bunia-Boga et Ringeti-Beni. Signalons que la situation reste effrayante au sein de nombreux voyageurs qui se sont retrouvés bloqués
eux ainsi que leurs marchandises. Ils ne savaient plus comment faire circuler leurs biens et services, ce qui entraîne davantage l'isolement des communautés déjà vulnérables ainsi que la crise alimentaire qui pointe à l'horizon. Suite aux actes de criminalité urbaine qui ont secoué le lundi le centre-ville, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a instruit au gouverneur de la ville, Daniel Bumba, d'ouvrir une enquête dans un délai de 24 heures afin d'établir les responsabilités. Jacquemin Chabani a rappelé la nécessité d'une réaction rapide et sans faille face aux incidents qui ont troublé l'ordre public entre 18 et 19 heures devant la galerie Fontaine dans la commune de La Gombe. Bientôt, c'est la reprise des activités commerciales dans le nouveau grand marché de Kinshasa. Plusieurs questions restent pendantes, notamment celle de la sécurité. Avec l'ampleur du phénomène Kuluna dans la commune de La Gombe, les populations environnantes de ce grand marché sont inquiètes. Suivez ces dossiers de la rédaction. Après les travaux de reconstruction du grand marché communément appelé Zando, c'est le moment de vendre les places, tables et maisons pour la relance des activités de ce grand bijou commercial. Pendant ce temps, la bousculade se fait sentir entre ceux et celles qui veulent obtenir différents lieux d'exposition de marchandises et services. Tous face au prix à payer. Personne ne pense sur la situation sécuritaire dans ce grand bijou commercial situé entre 3 communes dont Kinshasa, Barumbu et Gombe. Un secteur qui est actuellement une zone rouge à cause du phénomène Kuluna qui bat son plein sous l'œil impuissant de l'autorité en charge de la sécurité. La présence de milliers de commerçants et des clients dans un espace restreint nécessite une surveillance accrue pour prévenir les vols, les agressions et autres actes de violence. Si les éléments de la police eux-mêmes sont pointés du doigt dans la tracasserie, on craint que leur présence s'associe à celle de Kuluna pour empirer l'insécurité de ce site. Quoi faire pour prévenir la quiétude des vendeurs et acheteurs de ce nouveau marché? Voilà des questions qui doivent être traitées avec beaucoup de rigueur dans des salons de décision. Un site où l'insécurité bat son plein du lundi au dimanche, il est temps que les autorités trouvent des mesures à mettre en musique pour une sécurité efficace au profit des paisibles citoyens. Autre chose à présent, le conseil de ministres de la SADC s'est ouvert hier mardi à Madagascar. Il a réuni plusieurs pays membres de l'organisation, dont la République démocratique du Congo. Le conseil examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan indicatif régional de développement stratégique 2020-2030. On retrouve d'autres détails dans ce récit signé Héritier Tambois. Présente aux assises, la République démocratique du Congo est représentée par l'actuel ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, et Didier Mazenga, désormais ministre du tourisme. La rencontre est placée sous les thèmes promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Elle vise à renforcer l'intégration régionale, à stimuler la capacité industrielle, moderniser l'agriculture et promouvoir une transition énergétique inclusive et durable. Ouvert le mardi à Antananarivo, à Madagascar, les travaux du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC se poursuivent jusqu'au 14 août. Ils sont organisés en prélude du 45e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui auront lieu le 17 août au centre des conférences d'Ivato, toujours à Madagascar. Cette rencontre des chefs d'État marquera également la passation de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC entre Emmerson Ndamduzo Mnangagwa, président du Zimbabwe, et Andry Rajoelina, président de Madagascar. Et à l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa prend le bâton de commandement ce mercredi en remplacement à Guillaume Ndomboyo qui poursuit sa mission au ministère d'État de relations avec le Parlement. Hier, c'était la cérémonie de revoir devant les agents et cadres de l'administration, les entreprises publiques et structures ayant trait à l'aménagement du territoire. Et à l'occasion, il a remis 2 bus pour le transport des agents de l'administration. Pour la fin de son mandat, en tant que ministre d'État et en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guillaume Ndomboyo a été ovationné par les agents et cadres de l'administration, ainsi que ceux des entreprises publiques et différentes structures de l'aménagement du territoire.
Au Salon Rouge de l'immeuble intelligent, Maître Guilo Ndomboyo brosse le parcours de ses 4 ans à la tête de ce ministère d'État très technique dont il a relevé le défi avec brio en apportant des réformes significatives. Il salue un travail d'ensemble. Je peux jamais me permettre de dire que vous tapez la poitrine pour dire que c'est Guilo. Non. Ça, c'est le fruit d'un travail collectif, d'un effort de chacun. Que ce soit la direction des ressources humaines. Chacun de vous, là où il était en train d'accomplir ses tâches, en train d'accomplir ses missions, était en train de m'envoyer des énergies positives pour faire rayonner ce ministère. On ne s'est pas arrêté là. Nous sommes mis au travail pour doter le pays des outils pour mettre fin au désordre dans la gestion spatiale. Avec une approche des partenaires pour booster ce processus de réforme, la mise en place des structures non budgétivores pour accompagner ces réformes jusqu'à la création d'un cadre normatif pour la gestion des espaces physiques. Il dit merci au chef du gouvernement pour sa nouvelle nomination. Un autre défi à relever. Pour couronner cette cérémonie, le FONAT a remis entre ses mains les clés de 2 bus pour le transport des agents de l'aménagement du territoire. Des clés des contacts qui ont ensuite été remis entre les mains du secrétaire général de l'aménagement du territoire, Dieudonné Menzou. Marie Nyombo Zaïna a procédé au lancement, proprement dit, d'une caravane dénommée Agir sur toute l'étendue du territoire national. Cette activité aura pour but de soutenir l'entrepreneuriat des femmes et de jeunes filles à travers la génération d'idées et de revenus en RDC. Outre la grande cérémonie organisée à Kinshasa, les provinces ont également vibré au même rythme que la capitale. Cette campagne, qui a pour but d'accompagner les femmes en général, les jeunes filles et garçons en particulier, sera l'occasion pour les RENADEF des Marie Nyombo Zaïna de partager des idées d'activités simples, accessibles et rentables avec cette catégorie de la population. On croit la coordinatrice et l'initiatrice du programme Marie Nyombo Zaïna. L'objectif est de lutter contre le chômage et la dépendance. Quand vous venez de l'annoncer, c'est une journée spéciale pour RENADEF. 23 ans d'existence. Nous commémorons la Journée internationale de la jeunesse, mais nous lançons officiellement la caravane Agir. Donc, nous lançons officiellement ces idées, c'est que nous voulons mettre ensemble les jeunes et les femmes entrepreneurs dans un grand réseau, RENADEF bien sûr, mais qui va encore s'élargir à d'autres personnes pour créer un cadre d'accompagnement, de formation, renforcement des capacités, mais aussi de mobilisation des ressources. Quelques jeunes entrepreneurs présents à cette cérémonie ont exprimé leur satisfaction face au geste de cœur de la Dame des Fers, Marie Nyombo Zaïna. Déjà, c'est une opportunité de pouvoir présenter ce projet. C'est vraiment une grande opportunité auquel ça montre également l'engagement de la caravane Agir également à l'impact social et économique de la RDC. En créant ce programme, ça permet aux jeunes entrepreneurs que nous sommes de montrer nos projets, et également montrer à l'État et aux institutions qu'on est jeune, on peut entreprendre. Cette caravane m'a vraiment permis de présenter. C'est pour la première fois que j'ai présenté Var Palmier et c'est grâce à Agir que je l'ai fait. Cette caravane, lancée ces jours, va s'étendre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo jusqu'à l'élimination complète du taux de chômage. Cette campagne lancée ces jours va s'étendre dans les 26 provinces de la RDC avec comme objectif de réduire le taux de chômage au milieu de femmes et de jeunes en RDC. Parlons environnement dans ce journal. Ce début de semaine a été marqué par la remise des diplômes à 25 gestionnaires d'aires protégées de l'ICCN. C'était au terme d'une session de formation continue certifiante organisée grâce au concours entre autres de GIZ. En présence du secrétaire général au ministère de l'Environnement et Développement durable, quelques membres du corps diplomatique, des partenaires techniques, financiers, mais aussi scientifiques, une première cohorte composée d'une vingtaine des gestionnaires d'aires protégées ont été diplômés au terme d'une formation intensive. Désormais, comme le signifie le discours du directeur général de l'ICCN, ce sera à eux de raconter la plus belle histoire de la biodiversité du pays, parce que désormais, dotés des outils conséquents. Notre profonde reconnaissance et gratitude à chacun d'entre vous
pour l'énergie que vous avez consacrée et l'esprit d'abnégation et l'objectivité de toutes vos contributions pertinentes que vous avez apportées durant cette formation. Cette initiative a été rendue possible grâce à un accompagnement très significatif, entre autres de la coopération allemande GIZ dans le cadre de son programme de biodiversité et de gestion durable des forêts. Les participants ont été dotés des capacités stratégiques et opérationnelles nécessaires. Il faut situer cette formation à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'importance du réseau des aires protégées en République démocratique du Congo, qui occupe une superficie autour de 13-14% de la superficie nationale, donc les parcs nationaux, les réserves et les domaines de chasse, plus les zones de chasse. Concrètement, ces terrains ont appris beaucoup d'actions, ils ont appris beaucoup de techniques, n'est-ce pas, notamment le suivi écologique, les techniques de planification. C'est beaucoup plus technique, hein. La notion de l'AP, n'est-ce pas, comment ils doivent s'affronter contre les braconniers, les ennemis qui sont dans. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, dans sa mission de préservation de la biodiversité et de gestion durable des aires protégées, accorde une place majeure à l'humain. Ces hommes et femmes, fraîchement équipés, renforcent ainsi leurs capacités face aux défis environnementaux croissants. Une équipe prête à améliorer les suivis écologiques, à développer des techniques de gouvernance efficaces et à collaborer avec les acteurs impliqués dans la gestion des aires protégées tout en protégeant les droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au Proche-Orient, la crise humanitaire dont la bande de Gaza, soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël, a atteint des niveaux inimaginables, ont dénoncé hier mardi 26 pays dans un communiqué commun. L'Égypte, de son côté, annonce qu'il œuvre avec le Qatar et les États-Unis pour parvenir à une trêve de 60 jours à Gaza et faciliter ainsi l'accès de l'aide humanitaire dans cette partie frappée par la crise israélo-palestinienne. Le ministre égyptien des Affaires étrangères l'a dit hier à la délégation du Hamas lors de son arrivée au Caire. Le président des États-Unis Donald Trump et de la Russie, Vladimir Poutine, vont se rencontrer ce vendredi 15 août à Alaska pour discuter d'un plan d'arrêt des combats, mais aussi de la relance de leurs liens diplomatiques et économiques. La présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky est incertaine de ces faits. Une réunion urgente de pays de l'Europe, notamment la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres États a été convoquée pour discuter sur les intérêts de l'Ukraine avant cette rencontre. Le choix de l'Alaska est une option stratégique pour éviter la problématique d'atterrissage d'avions. En sport, les portes de la 31e édition de l'Afro-Basket sont ouvertes hier en Angola. Les Léopards entrent en lice ce mercredi face au Cap-Vert à la Namibie sous le coup de 19h. Cette opposition entre Léopards et Requins Bleus sera le remake de l'Afro-Basket 2021 et Michel Perrin veut entrer en compétition avec brio. Les Fauves sont prêts pour la bataille après un mois de préparation à Kinshasa et à Luanda, ponctués par plusieurs matchs amicaux. Tous les ingrédients sont réunis pour que les Léopards fassent une bonne compétition et Michel Perrin reste déterminé à tenir sa première victoire dans cet Afro-Basket pour lancer parfaitement sa compétition dans un groupe A très relevé. Le technicien français va s'appuyer certainement sur un collectif expérimenté qui a fait un parcours éblouissant lors des éliminatoires en réalisant un 5/6 avec au passage de son côté le pays organisateur a parfaitement lancé sa compétition en battant la Libye 85-53. Les Palancas Negras n'ont laissé aucune chance aux Libyens pour s'imposer facilement à l'ouverture de cette 31e édition. Welcome to Luanda. Place au rappel des titres. Exactions commises par le M23 dans l'est du pays, les FARDC prennent à témoin la communauté nationale et internationale et dénoncent également la violation de l'accord de paix de Washington et de principe de Doha.
En marge du 45e sommet de la communauté des développements de l'Afrique australe qui doit se tenir le 17 août prochain, plusieurs ministres membres de la communauté, dont ceux de la RDC, participent au Conseil de ministres sous le thème promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Alors que la problématique de la famine dans la bande de Gaza reste préoccupante, alarme 26 pays dans un communiqué commun. L'Égypte annonce de son côté qu'il œuvre avec les États-Unis et le Qatar pour une trêve de 60 jours et permettre l'accès de l'aide humanitaire dans cette région frappée par la crise israélo-palestinienne. En sport, les portes de la 31e édition de l'Afro-Basket ont été ouvertes hier en Angola. Le Léopard entre en lice ce mercredi face au Cap-Vert à Namibie sous les coups des 19h. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Nathan Diamouté va nous rejoindre pour la lecture transversale du journal paru ce mercredi. Bonjour. Bonjour Bédrine, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. On ouvre avec ce sujet guerre dans l'Est. Les rebelles violent les accords de paix. L'armée congolaise dénonce. Tout à fait, Bédrine Kenge. Le journal paru ce mercredi s'intéresse essentiellement à ces sujets. On commence ces tours d'horizon avec le journal Info 27 qui titre Nord Kivu, Sud Kivu, l'AFC M23 piétine les accords de Washington et des Doha. Ce portail renseigne dans ses colonnes intérieures que persistant dans une logique de déstabilisation, l'AFC M23 continue d'imposer un climat d'insécurité insoutenable dans l'Est de la RDC, refusant toute démarche pacifique. Ce groupe armé créé et soutenu par le Rwanda multiplie actes de violence et intimidation, sapant les efforts internationaux et nationaux, laissant des populations civiles devient son instrument cynique, alimentant un cycle infernal de souffrance et de divisions. Après toutes ces violations des rebelles, Bédrine, la réaction des forces armées de la RDC n'a pas du tout tardé. C'est ce que nous fait savoir le journal Géopolice Hebdo et qui pointe à sa une violation des cessez-le-feu, énième mise en garde des FARDC au M23. Bédrine, à ces attaques quasi quotidienne s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises et sans défense, à majorité Hutu au Nord Kivu. Les FARDC assurent néanmoins être pleinement respectueuses des engagements pris par la République démocratique du Congo dans le cadre des processus de Washington et des Doha pour les retours d'une paix durable dans la partie orientale du pays. On va parler d'un autre sujet, budget national de la RDC après Bougie. Muzito promet un double supérieur. Exactement, Bédrine Ekenge, le journal Les Lauréats nous informe tout d'abord que le nouveau ministre du budget, Adolphe Muzito, a officiellement pris ses fonctions hier mardi 12 août 2025 lors d'une cérémonie des passations de pouvoir. Ces quotidiens rapportent également les premiers mots du vice-premier ministre en charge du budget axé sur l'engagement des réformes destinées à relever les défis budgétaires et à répondre aux attentes sociales grandissantes. Congo Nouveau évoque quant à lui la nomination de Muzito dans les cadres de l'ouverture prônée par le président de la République Félix Tshisekedi intervient au moment où la RDC vient de lancer les processus budgétaires pour l'exercice 2026 dans un climat de pression sociale croissante et de réformes à accélérer. Forum des As pour sa part souligne que s'il reconnaît reprendre un chantier déjà solidement bâti, avant lui, Muzito affiche néanmoins une volonté ferme de porter les budgets nationaux à un niveau 2 fois supérieur. Le portail renchérit en même temps dans ses pages intérieures Bédrine Kenge trouver l'équilibre entre le doublement du budget, la maîtrise des dépenses, les respects des engagements envers le partenaire financier et l'amélioration de la collecte de recettes s'annonce complexe, mais le vice-premier ministre reste confiant. On va terminer avec ce sujet People dans cette revue. Le parcours académique et professionnel de la nouvelle ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho, fait la chronique.
Exactement, Bédrine et Kenge, c'est en tout cas le buzz du week-end, mais l'actualité reste toujours dominée par cela. Un nouveau média.cd rapporte énième mensonge au sommet de l'État en RDC. Emi Coutinho, arrivé en France à l'âge de 5 ans, né le 11 mars 1998 à l'hôpital de Ngelima Kinshasa, n'aurait donc pas suivi un cursus universitaire qu'elle a indiqué pour obtenir un diplôme en sciences politiques. Le même avis est partagé justement par la presse en ligne Mediapo, qui, à travers justement cette caricature, nous précise que la controverse enfle sur les niveaux d'études de Grace Emi Coutinho, ministre de la Jeunesse. Il écrit justement sur son mur, vous voyez là, l'actuel ministre de la Jeunesse qui est aux côtés du président de la République, qui dit « Tu aurais dû dire diplôme en théologie parce que bien évidemment, elle est pasteur, ça n'intéresse personne, donc il n'aurait pas réagi. » Mais la science politique, c'est trop sensible. Même moi, je n'oserais pas, c'est en tout cas les dires du président de la République, c'est qui explique justement cette caricature. Bédrine, apparemment, tout semble être monté de toutes pièces. Sur la toile également, l'on commente cette polémique, telle que le journaliste Guy Venamisenge, qui renseigne dans son compte Facebook qu'après investigation, la nouvelle ministre n'a pas quitté Kinshasa en 2025. Eh bien, selon lui, à cette époque, elle et sa sœur Atara Coutinho étaient encore à l'école primaire en RDC. Eh bien, des voisins de leur résidence à Mongafula, d'ailleurs, confirment aussi qu'elle fréquentait bien l'école à ce moment-là. Eh bien, il est donc impossible qu'elle ait quitté le pays de la maternelle à l'âge de 5 ans. Et puis, les verbes net.word estime entre-temps que pendant que la Constitution en vigueur dans son article 13 stipule, je cite Bédrine, aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en cause, et plutôt ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance ou une race à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Eh ben, le bourreau de la nouvelle patronne de la jeunesse qui critique indirectement le chef de l'État, signataire de ces ordonnances, parle d'inexpérience. Wise.cd, c'est justement pour clore ce tour d'horizon, fait savoir que psychologiquement, cette situation illustre Bédrine les syndromes du raccourci social. Lorsqu'une société valorise plus la notoriété que la compétence vérifiable, eh ben, c'est dangereux car la jeunesse, déjà en proie au désenchantement, risque de conclure que l'effort académique est inutile, que seuls les réseaux ou la visibilité comptent. Ces portails poursuivent également Bédrine qu'il ne s'agit pas ici d'attaquer une personne, mais de défendre une valeur, la transparence, dans un État qui se veut sérieux. Un CV officiel doit être public, vérifiable et authentifié. Et l'avenir de la jeunesse congolaise mérite des modèles clairs, pas des biographies floues. On peut dire, Nathan, que l'affaire Grace Coutinho a vraiment remplacé celle opposant le pasteur Marcelo et son ancienne belle famille. Nous passons de buzz en buzz dans ces pays, Bédrine Kenge. Tout à fait, Nathan. Merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. C'est également la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.